y a encore de nombreux autres exercices qui ne dépendent pas directement des armes et qui néanmoins ont une grande affinité avec elles et requièrent beaucoup de valeur virile. Parmi ceux-là, il me semble que la chasse est un des principaux car elle a une certaine ressemblance avec la guerre. Elle est véritablement un plaisir de grand seigneur et elle convient à l'homme de cour. On comprend donc pourquoi chez les anciens aussi elle était fort en usage. Il est convenable également de savoir nager, courir, sauter, jeter la pierre, parce que, outre l'utilité qui peut en être tirée pour la guerre, il est nécessaire souvent de faire ses preuves dans des exercices de ce genre, par lesquels on s'acquiert une bonne réputation, surtout auprès de la multitude à laquelle il faut savoir s'accommoder. Le jeu de la pomme aussi est un noble exercice et fort convenable aux courtisans, car on y voit très bien l'harmonie du corps, la promptitude et la souplesse de chaque membre, et presque tout ce qui se révèle dans les autres exercices. Je n'estime pas moins digne de louange de savoir voltiger à cheval, ce qui, bien que ce soit chose pénible et difficile, rend l'homme léger et adroit plus qu'aucun autre exercice. En outre, l'utilité, si cette légèreté est accompagnée de grâce, la voltige donne à mon avis un spectacle plus agréable qu'aucun autre. Si donc notre courtisan est plus que moyennement expert en ces exercices, je pense qu'il doit laisser de côté les autres, comme de voltiger à terre, de marcher sur la corde raide et autres choses du même genre qui tiennent presque du bateleur et ne conviennent guère à un gentilhomme. Mais parce qu'il n'est pas possible de passer toujours son temps à des exercices aussi fatigants et que la trop grande fréquence crée la satiété et faire disparaître l'admiration que provoquent les choses rares, il est nécessaire de varier sans cesse notre existence en faisant des choses différentes. C'est pourquoi je veux que le courtisan se permette parfois des exercices plus tranquilles et plus paisibles, et pour éviter l'envie et avoir des rapports agréables avec chacun, qu'il fasse tout ce que font les autres, sans jamais s'éloigner cependant des actes louables, et qu'il se gouverne par un bon jugement qui ne le laisse tomber sans aucune sottise, mais qu'il rit, qu'il joue, qu'il plaisante, qu'il aille au bal et qu'il danse, de telle manière toutefois que toujours il se montre homme d'esprit et discret, et qu'il ait de la grâce dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. On ne devrait certainement pas, dit alors messire César et Gonzaga, interrompre le cours de ce propos, mais si je me taisais, je ne satisferais pas à la liberté que j'ai de parler, ni au désir de savoir une chose, et qu'il me soit pardonné si, alors que je dois porter la contradiction, je pose une question, car je crois que cela m'est permis, à l'exemple de messire Bernardo, qui, par un désir excessif d'être estimé bel homme, a contrevenu aux lois de notre jeu en posant une question et en ne contredisant point. Vous voyez, dit alors madame la duchesse, comment d'une seule faute il en procède plusieurs. C'est pourquoi celui qui faute et donne le mauvais exemple, comme messire Bernardo, mérite d'être puni non seulement de sa faute, mais aussi de celle des autres. Je serai donc, madame, répondit alors messire César, exempt de punition, puisque messire Bernardo doit être puni de sa faute et de la mienne. Au contraire, dit madame la duchesse, vous devez avoir tous les deux un double châtiment, lui de sa faute et vous de vous avoir amené à fauter, et vous de la vôtre et d'avoir imité celui qui fautait. Madame, répondit messire César, je n'ai pas fauté jusqu'ici, c'est pourquoi, afin de laisser toute la punition à messire Bernardo, tout seul je me tairai. Et déjà il se taisait quand madame Emilia répondit en riant, dites ce qu'il vous plaît, car avec toutefois la permission de madame la duchesse, je pardonne à qui la faute et à qui fautera d'une faute aussi minime. Je suis satisfaite, ajouta madame la duchesse, mais prenez garde de ne pas vous tromper en pensant que peut-être il y a davantage de mérite à être miséricordieux qu'à être juste, parce que, en pardonnant trop facilement à celui qui commet faute, on fait tort à celui qui n'en commet point. Néanmoins, je ne veux pas que pour le présent ma rigueur, en accusant votre indulgence, vous empêche d'entendre la question de messire César. Alors celui-ci, après que madame la duchesse et madame Emilia lui eurent fait signe, dit aussitôt, si j'ai bonne mémoire, il me semble, seigneur comte, que ce soir vous avez plusieurs fois répété que le courtisan doit accompagner ses actions, ses gestes, ses manières, en somme tous ses mouvements, de grâce, et il me semble que vous considérez cela comme l'assaisonnement de toutes choses, sans lesquelles toutes les autres qualités et dispositions n'ont que peu de valeur. En vérité, je crois que chacun se laisserait aisément persuader de cela, d'autant que par la force du mot,
on peut dire que celui qui est pourvu de grâce est agréable. Mais parce que vous avez dit que c'est là souvent un don de la nature et des cieux, et aussi que quand il n'est pas vraiment parfait, on peut l'augmenter grandement par de l'application et du travail, je dirais que ceux qui ont la chance de n'être riches d'un tel trésor, comme certains que nous voyons, me semblent n'avoir guère besoin en cela de notre maître, puisque cette bienfaisante faveur du ciel les guide, même presque malgré eux, plus haut qu'ils n'avaient désiré, et les rend non seulement agréables, mais admirables à tout le monde. C'est pourquoi je ne parle point de ce don, car il n'est pas en notre pouvoir de l'acquérir par nous-mêmes, mais ceux qui par nature sont seulement aptes à devenir gracieux par le travail, l'industrie et l'application, je désire savoir par quel art, par quelle discipline et par quels moyens ils peuvent acquérir cette grâce, aussi bien dans les exercices du corps, dans lesquels vous estimez qu'elle est si nécessaire, qu'en toute autre chose qu'on fait ou qu'on dit. Et pour cette raison, puisqu'en nous faisant l'éloge de cette qualité, vous avez, je crois, engendré chez nous tous une soif ardente de l'acquérir, vous êtes aussi tenus, par la charge que Madame Emilia vous a donnée, de l'étancher en nous l'enseignant. Je ne suis pas tenu, dit le comte, de vous enseigner le moyen d'acquérir de la grâce, ni autre chose, mais seulement de vous montrer ce que doit être un parfait courtisan. Et je me garderai bien d'entreprendre de vous enseigner cette perfection, d'autant plus que je viens de dire que le courtisan doit savoir lutter et voltiger, et tant d'autres choses que je ne saurais vous enseigner, puisque je ne les ai pas apprises, alors que je sais bien que vous les connaissez tous. Il suffit que de la même façon qu'un bon soldat sait dire à l'armurier de quelle forme, de quelle trempe et de quelle bonté doivent être ses armes, sans être capable pourtant de lui enseigner à les faire, ni comment il les faut battre ou tremper. Je sache vous dire ce que je dois être un parfait courtisan sans pouvoir vous enseigner comment vous devez faire pour en devenir un. Toutefois, pour satisfaire encore autant qu'il est en mon pouvoir à votre demande, bien que l'on dise presque en proverbe que la grâce ne s'apprend point, je dirais que celui qui voudra avoir de la grâce dans les exercices corporels, en supposant d'abord que par nature il n'y soit pas impropre et inhabile, doit commencer de bonne heure et apprendre les principes des meilleurs maîtres. Ce point sembla à Philippe, roi de Macédoine, de grande importance, comme on peut le comprendre, de ce qu'il voulut qu'Aristote, philosophe si fameux et peut-être le plus grand qui jamais fut au monde, fut celui qui enseigna les premiers éléments des lettres à son fils Alexandre. Et parmi les hommes que nous connaissons aujourd'hui, considérez comment le seigneur Galeazzo Sanseverino, grand écuyer de France, fait bien et avec grâce tous les exercices du corps, et cela parce que, outre les dispositions naturelles de son corps, il a mis toute son application à les apprendre, de bons maîtres, et à avoir toujours auprès de lui des hommes excellents, pour prendre de chacun d'entre eux le meilleur de ce qu'ils savaient. Car de même que pour lutter, voltiger et manier toutes sortes d'armes, il a toujours eu pour guide notre ami Messire Pietromonte, qui, comme vous le savez, est le seul et le vrai et seul maître de toute force et de toute légèreté acquise par l'art. De même pour monter à cheval, jouter et tout autre exercice, il a toujours eu devant les yeux ce qui était connu pour être les plus parfaits dans ses professions. Quiconque veut doit donc être un bon disciple, doit donc non seulement faire bien les choses, mais aussi toujours mettre toute son application à ressembler à son maître, et si c'est possible, à se transformer en lui. Et quand il sent déjà avoir fait profit, il lui est très utile de voir et de pratiquer de nombreux hommes de cette profession et se gouvernant par le bon jugement qu'il doit toujours avoir pour guide, d'aller de l'un à l'autre en choisissant chez chacun des choses différentes. Et comme l'abeille dans les prés verdoyants va toujours cueillant les fleurs parmi les herbes, ainsi notre courtisan doit cueillir et voler cette grâce à ceux qui lui sembleront la posséder, et prendre à chacun ce qui chez lui est le plus louable, en ne faisant pas comme un de nos amis, que vous connaissez tous, qui croyait ressembler beaucoup au roi Ferdinand le Jeune d'Aragon, et qui s'attachait à l'imiter uniquement en levant souvent la tête et en tordant un coin de sa bouche, ce qui était une habitude que le roi avait contractée à la suite d'une maladie. Et de cela, il y en a un grand nombre qui pensent faire beaucoup en ressemblant en quelque chose à un grand personnage, et souvent ils s'attachent à la seule chose qui est mauvaise chez celui-ci.
Mais j'ai déjà souvent réfléchi sur l'origine de cette grâce, et si on laisse de côté ceux qui la tiennent de la faveur du ciel, je trouve qu'il y a une règle très universelle qui me semble valoir plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. C'est qu'il faut fuir autant qu'il est possible, comme un écueil très acéré et dangereux, l'affectation et, pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine désinvolture qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. C'est de là, je crois, que dérive surtout la grâce, car chacun sait la difficulté des choses rares et bien faites, si bien que la facilité en elle engendre une grande admiration, et au contraire, faire des efforts, et comme l'on dit, tirer par les cheveux, donne beaucoup de disgrâce, et fait qu'une chose, aussi grande soit-elle, ne mérite pas l'estime. Pour cette raison, on peut dire que le véritable art est celui qui ne paraît pas être de l'art, et on doit par-dessus tout s'efforcer de le cacher, car s'il est découvert, il ôte entièrement le crédit et fait que l'on ne peut estimer. Et je me souviens d'avoir lu jadis que certains anciens orateurs des plus excellents s'efforçaient, entre autres habiletés, de faire croire à chacun qui n'avait aucune connaissance des lettres. Et en dissimulant leur savoir, ils faisaient croire que leur discours était fait très simplement, selon ce que leur suggérait la nature et la vérité plutôt que l'étude et l'art, que s'ils avaient été reconnus, auraient mis le doute dans l'esprit du peuple, qui aurait craint d'être trompé par eux. Vous voyez donc comment le fait de montrer l'art est une étude si poussée enlève la grâce de chaque chose. Quel est celui de vous qui ne rit quand Messire Pier Paolo danse à sa propre mode, avec des petits sauts et des pointes, sans remuer la tête comme s'il était tout de bois, avec tant d'attention qu'il semble certain qu'il aille en comptant ses pas? Quel œil est si aveugle qui ne voit chez ce personnage la disgrâce de l'affectation, et chez beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ici présents, la grâce de cette désinvolture nonchalante, car dans les mouvements du corps on l'appelle volontiers ainsi, qui s'exprime par un mot, par un rire, par un geste, et qui montre que l'on n'attache pas d'importance à ce que l'on fait et que l'on pense à toute autre chose pour faire croire à celui qui regarde que l'on ne saurait ni ne pourrait se tromper. À ce moment, sans plus attendre, Messire Bernardo da Bibiena dit « Voici que Messire Roberto a trouvé enfin quelqu'un qui loue sa façon de danser, puisque tous les autres qui sont ici n'ont pas l'air de l'apprécier. Car si cette excellence consiste dans la désinvolture et à montrer que l'on n'attache pas d'importance à ce que l'on fait, que l'on pense à toute autre chose, Messire Roberto n'a pas de pareil au monde pour danser, car pour bien montrer qu'il pense à autre chose, souvent il laisse tomber son manteau de ses épaules et ses chaussures de ses pieds et continue à danser sans les ramasser. Puisque vous voulez que je parle moi aussi, répondit alors le comte, je parlerai également de nos défauts. Ne vous apercevez-vous pas que ce que vous appelez chez Messire Roberto de la désinvolture est de la véritable affectation, car on voit clairement qu'il s'efforce avec tout le soin possible de montrer qu'il ne pense pas ce qu'il fait, et cela y est pensé trop, et parce qu'elle dépasse les limites du juste milieu, cette désinvolture est affectée et malséante, ce qui donne un résultat contraire à celui qui était recherché, à savoir de cacher l'art. C'est pourquoi je n'estime pas que le défaut de l'affectation soit moindre dans la désinvolture, qui en soi est louable, quand on laisse tomber son vêtement, qui ne l'est dans la recherche de l'élégance, qui en soi est pareillement louable, quand on porte la tête toute droite de peur de gâter sa coiffure, ou que l'on garde au fond de son bonnet un miroir et un peigne dans sa manche, et que l'on a toujours derrière soi un page qui vous suit dans la rue avec une éponge et une brosse. Car ce genre d'élégance et de désinvolture tend trop à l'extrême, ce qui est toujours mauvais et contraire à cette pure et aimable simplicité qui est si agréable aux esprits humains. Voyez comme un cavalier à mauvaise grâce, quand il s'efforce d'aller tout raide sur sa selle, et comme nous avons l'habitude de le dire à la vénitienne, au regard d'un autre qui semble ne pas y penser, et qui se tient à cheval aussi libre et assuré que s'il était à pied. Combien plaît davantage et reçoit davantage de louanges un gentilhomme en armes, quand il est modeste, qu'il parle peu et se vante peu, qu'un autre qui ne cesse de se louer, et qui par ses blasphèmes et ses bravades
semble menacer le monde. Il n'y a là rien d'autre que de l'affectation de vouloir paraître brave. La même chose se produit en tout exercice, ou plutôt en toute chose que l'on peut faire ou dire au monde. Alors le Seigneur magnifique dit: cela se vérifie aussi dans la musique, dans laquelle c'est une grande faute que de faire deux consonances parfaites, l'un après l'autre, tellement que le sentiment même de notre ouïe l'abhorre, et souvent aime mieux une seconde ou une septième, qui est en soi une dissonance rude et intolérable. Cela vient de ce que continuer dans les consonances parfaites engendre la satiété et démontre une harmonie trop affectée, ce que l'on évite en mêlant les imparfaites. On fait ainsi en quelque sorte une comparaison, grâce à laquelle nos oreilles restent mieux suspendues, attendent plus avidement et goûtent les parfaites, tout en se délectant parfois de la dissonance, de la seconde ou de la septième, comme d'une chose non préméditée. Voilà donc, répondit le comte, comment l'affectation nuit en ceci aussi bien que dans les autres choses. On dit aussi que chez certains excellents peintres anciens, un proverbe voulait que trop d'application fût nuisible et que Protogène a été blâmé par appel de ce qu'il ne savait pas lever les mains de son tableau. Il me semble, dit Messire César, que notre frère Sérafino a le même défaut de ne pas savoir lever les mains de la table, aussi longtemps du moins que les viandes n'ont pas été enlevées. Le comte se mit à rire, et puis il ajouta: appel voulait dire que Protogène en peinture ne savait pas ce qui était suffisant, ce qui revenait à lui reprocher d'être affecté dans ses œuvres. Cette vertu, donc, contraire à l'affectation que nous appelons pour l'heure désinvolture, outre qu'elle est la vraie fontaine d'où découle la grâce, comporte encore un autre ornement qui, en accompagnant n'importe quelle action humaine, si petite soit-elle, non seulement découvre aussitôt le savoir de celui qui l'a fait, mais souvent le fait estimer beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité, car il imprime dans les cœurs des assistants l'opinion que celui qui si aisément fait bien, c'est bien plus que ce qu'il fait, et que s'il mettait de la peine et du soin à ce qu'il fait, il pourrait le faire beaucoup mieux. Et pour reprendre les mêmes exemples, voici un homme qui manie les armes. Si pour lancer un trait, ou bien quand il tient une épée ou une autre arme dans la main, il prend avec aisance et sans y penser une attitude adéquate, avec une telle facilité qu'il semble que son corps et tous ses membres se trouvent naturellement et sans aucune peine dans cette disposition, même s'il ne fait rien d'autre, il montre à chacun qu'il est très parfait dans cet exercice. De même, dans la danse, un seul pas, un seul mouvement du corps fait avec grâce et sans être forcé manifeste aussitôt le savoir de celui qui danse. Si un musicien en chantant émet une seule note finissant avec un doux accent par un gruppetto redoublé avec tant de facilité qu'il semble avoir fait cela par hasard, ce seul point permet de connaître qu'il sait beaucoup plus que ce qu'il fait. Souvent aussi en peinture, une seule ligne non travaillée, un seul coup de pinceau aisément donné, de manière qu'il semble que la main, sans être guidée par aucune étude ou par aucun art, aille d'elle-même à son but suivant l'intention du peintre, démontre clairement l'excellence de l'artiste, que chacun ensuite apprécie selon son propre jugement. La même chose advient presque dans toutes les autres choses. Notre courtisan sera donc estimé excellent et aura de la grâce en toutes choses, principalement quand il parle, s'il suit l'affectation, erreur dans laquelle beaucoup tombent, et parfois plus que les autres certains de nos Lombards, qui s'ils sont restés un an hors de chez eux, dès qu'ils sont retournés commencent à parler romain, parfois espagnol ou français, Dieu sait comment. Tout cela procède d'un trop grand désir de montrer que l'on sait beaucoup, et de cette manière on met ses soins et son application à acquérir un défaut fort odieux. Et certainement ce ne serait pas pour moi un petit travail si dans ces discours que nous tenons je voulais me servir de ces vieux mots toscans qui sont désormais hors d'usage chez les Toscans d'aujourd'hui, et avec tout cela je crois que chacun se rirait de moi.